Bonjour à tous. On poursuit cet après-midi avec une thématique, enfin une séquence qui va être dédiée à la thématique de la rénovation énergétique du bâtiment. Vous le savez, le bâtiment est un secteur qui est souvent regardé, pointé du doigt en matière de transition écologique, et pour cause. Il représente 43% des émissions de gaz à effet de serre en France et près de 43% des consommations énergétiques et 23% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc forcément, si on souhaite atteindre la neutralité carbone à 2050, il va falloir agir sur le bâtiment. Alors agir sur le bâtiment, ça veut dire quoi? C'est certes être exemplaire en matière de construction neuve pour avoir des bâtiments qui soient tout aussi performants que ce soit en phase de conception, construction et d'exploitation. Mais c'est aussi agir sur l'existant et la rénovation de ce parc, puisque le parc de 2050, c'est en grande partie le parc de bâtiments d'aujourd'hui. Les objectifs en matière de rénovation énergétique, ils sont affichés. Ils sont notamment affichés dans la stratégie nationale bas carbone, dont la 3e édition, qui a été présentée en décembre de l'année dernière, prend le parti, ou en tout cas prend le constat d'une massification nécessaire des rénovations, puisque le volume de rénovation n'est peut-être pas à la hauteur de ce que l'on souhaiterait, notamment pour atteindre ces objectifs-là. Ce qui est intéressant de regarder quand même sur cette 3e édition de la stratégie nationale bas carbone, c'est le choix et le constat qui est fait que les rénovations d'ampleur, il n'y en a pas beaucoup. Pas assez. Alors ça fait le lien avec la séquence d'avant justement qui disait que ces rénovations d'ampleur, ce sont celles qui sont les plus performantes. La SNBC 3 peut être justement critiquée par certains acteurs à ce titre-là, puisque le volume de rénovation d'ampleur est un petit peu diminué par rapport aux éditions précédentes, mais toujours avec sa volonté quand même d'agir notamment sur le logement en matière de rénovation énergétique. Sur la partie bâtiment, également logement et tertiaire, ce qui est beaucoup mis en avant dans cette SNBC 3, c'est le fait de pouvoir agir sur la décarbonation des équipements, puisque c'est ce qui va permettre aussi d'agir rapidement pour permettre d'atteindre ces objectifs à 2050. Si je vous parle de cette SNBC 3, c'est parce que ça va illustrer aussi les propos que l'on va tenir cet après-midi, et notamment sur certains enjeux assez majeurs. Le premier, c'est la question du financement. Est-ce qu'on est en capacité et comment on va faire pour rénover et atteindre ces objectifs à horizon 2050 ? Et une autre question sur laquelle on viendra dans un deuxième temps, c'est aussi la question des promesses de la rénovation énergétique. Est-ce qu'on arrive réellement à les atteindre et sur le long terme ? Donc notre séquence va se dérouler en 2 temps. Une première qui sera dédiée à la présentation d'un rapport du think tank The Non Research sur comment déverrouiller la rénovation énergétique en France. Et s'en suivra une discussion avec 2 intervenants qui nous partageront leur vision sur le terrain de ce qu'ils peuvent constater. J'accueille tout de suite Lucie Zhang du think tank The Non. Merci Lisa. Analyste chez The Non Research et qui va du coup nous présenter leur rapport sur la rénovation énergétique. Merci Lisa pour cette introduction. Donc bonjour tout le monde, je suis Lucie Zhang, analyste chez The Non Research. Pour faire très rapidement, The Non est un think tank dédié à la veille et à la prospective autour des innovations et des technologies pour la décarbonation. Donc comme évoqué, nous avons publié cette semaine un rapport intermédiaire qui porte sur le sujet de la rénovation énergétique. Et j'en profite pour remercier les équipes de Léonard de nous donner cette opportunité d'introduire cette table ronde. L'objectif de cette keynote, il est vraiment de donner des ordres de grandeur et de faire un panorama général de l'état de la rénovation énergétique en France aujourd'hui. Et donc, je vais passer très rapidement sur la définition de la rénovation énergétique qui consiste en des mesures, un ensemble de mesures qu'on peut appliquer au bâti et au système énergétique pour réduire la consommation d'énergie d'un bâtiment. Et j'ajouterais qu'aujourd'hui, les ambitions de décarbonation, elles tournent beaucoup autour de l'électrification, mais que la rénovation énergétique, elle ne se limite pas à électrifier les usages, puisque ça permet certes, dans le contexte français, de décarboner l'énergie consommée, mais pas exactement de réduire la consommation. La rénovation énergétique, elle a un rôle important à jouer dans la stratégie de décarbonation de la France, puisque le secteur du bâtiment il représente 25% de l'empreinte carbone nationale.
Quand on regarde l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment, 75% de ses émissions provient de sa phase d'exploitation, donc d'utilisation. Et les secteurs résidentiels et tertiaires agrégés représentent donc le premier poste de consommation d'énergie finale en France, avec une part beaucoup plus importante des logements par ailleurs. Le secteur en lui-même a des objectifs de décarbonation, à savoir se décarboner d'ici 2050 et diviser sa consommation d'énergie finale par 2 sur le même horizon. Donc, pour toutes ces raisons, la rénovation énergétique, elle a des impacts et des bénéfices environnementaux et climatiques, mais aussi socio-économiques, puisque rénover des bâtiments, ça permet d'améliorer le confort de ses occupants et aussi de réduire les factures énergétiques. Quelques chiffres sur le parc résidentiel et tertiaire en France. Donc, en ce qui concerne les logements, le diagnostic de performance énergétique est l'outil utilisé pour évaluer la performance énergétique du parc. Aujourd'hui, il est considéré que seulement 8,6% des résidences principales sont considérées comme performantes d'un point de vue climatique et énergétique, c'est-à-dire qu'elles ont une étiquette A ou B. Et il faut savoir que donc, dans la SNBC2, l'objectif était pour 2050 d'avoir un parc immobilier en moyenne en étiquette A ou B. Et dans le projet de SNBC3, cette ambition, elle a été un petit peu passée à la trappe. On sait aussi que les bâtiments qui seront présents en 2050, ils ont déjà été construits, ils existent déjà aujourd'hui. Donc il est important de les rénover pour les adapter au climat de 2050. Donc il faut adapter les logements au confort d'hiver, auquel on pense toujours à travers le chauffage, mais aussi au confort d'été. Et là, il est estimé que seulement 1 logement sur 10 est adapté au confort d'été aujourd'hui. En termes de consommation, donc les logements ont consommé 460 TWh d'énergie finale en 2024, avec le premier poste de consommation étant le chauffage, qui représente 65% des usages énergétiques. Et 34% de la consommation des bâtiments résidentiels s'est faite à base d'énergie fossile. C'est une proportion qui est plutôt en baisse sur ces dernières années, ce qui peut être expliqué notamment par l'augmentation du prix de ces énergies. En ce qui concerne le secteur tertiaire, il a une consommation énergétique plus faible que les logements, donc qui est autour de 237 TWh. Ceci s'explique entre autres par le fait que la surface chauffée tertiaire est aussi 2 fois moins importante que la surface chauffée des logements. Et c'est aussi pour cette raison-là que lorsqu'on regarde la répartition de la consommation d'énergie tertiaire en fonction des activités tertiaires, les usages de commerce et de bureaux représentent la plus grande part de cette consommation. Le mix énergétique tertiaire est aussi davantage électrifié que le mix énergétique résidentiel. Donc la part de l'électricité dans sa consommation, elle est de 50% et elle est plutôt autour de 35% pour les logements. Donc c'est une bonne chose dans le contexte français, étant donné que notre électricité est largement décarbonée. Par contre, je soulignerais que dans le tertiaire, la consommation de l'électricité, elle se fait beaucoup pour des usages spécifiques et le chauffage, il repose quand même toujours beaucoup sur du gaz. En termes d'investissement et de dynamique de rénovation énergétique, les investissements en 2024 étaient à hauteur de 20 milliards d'euros, répartis donc à 15 milliards d'euros par les logements et 5 milliards d'euros par le secteur tertiaire. Pour l'horizon 2030, il est plutôt estimé que les investissements nécessaires sont de l'ordre de 50 milliards d'euros, avec une augmentation nécessaire à la fois au niveau des aides publiques de l'État, mais aussi des investissements en propre des logements et du secteur tertiaire. Donc on le voit vraiment, la rénovation énergétique, c'est une nécessité. Ça mobilise énormément de moyens et de ressources aujourd'hui. Et malgré tout ça, les objectifs de rénovation ne sont pas atteints. Et ça a vraiment du mal à décoller. Par exemple, quand on regarde les rénovations performantes de logements, elles sont loin d'atteindre le volume qui était fixé par la SNBC2. Et ça s'explique notamment par le fait que la rénovation énergétique fait face à des freins structurels qui jalonnent en fait l'entièreté des étapes qui constituent un projet de rénovation énergétique. Dès la phase de diagnostic d'un bien, il y a une question de fiabilité qui se pose, en particulier pour les ménages qui ont donc du mal à savoir vers qui se tourner, quels travaux prioriser, est-ce que les résultats seront au rendez-vous, etc.
Il faut souligner aussi qu'engager un projet de rénovation énergétique aujourd'hui reste une démarche laissée à l'initiative individuelle. Mais le plus gros verrou de la rénovation énergétique, je dirais, c'est vraiment le financement. D'abord parce que le montage financier de ces projets est souvent complexe et lourd administrativement. Du côté résidentiel, effectivement, il existe pas mal d'aides publiques, mais il est difficile de les mobiliser. Il faut naviguer parmi les conditions d'éligibilité et le délai de versement de ces aides est parfois très long. Du côté tertiaire, les principales aides, elles résident dans les certificats d'économie d'énergie qui sont souvent pointés du doigt comme présentant des montants très insuffisants face au coût des travaux. Et donc, le coût de la rénovation énergétique, c'est un frein très dissuasif à la fois pour les ménages et pour les acteurs tertiaires. Pendant et après la réalisation des travaux, il y a d'autres freins qui apparaissent, notamment la qualité des travaux. Les entreprises, les petits artisans et les professionnels de la rénovation énergétique ne sont pas toujours formés correctement aux techniques spécifiques de rénovation. La conséquence, c'est des travaux mal réalisés et donc des économies d'énergie réelles bien inférieures à celles théorisées. Et l'autre conséquence de ça, c'est évidemment une perte de confiance et une certaine méfiance face aux travaux de rénovation. Par-dessus tout ça, on ajoute des freins transversaux, notamment des politiques stop and go qui affectent les aides, qui les rendent très incertaines quant à leur mobilisation sur du long terme. Il y a aussi une multiplicité d'acteurs qui jalonnent la chaîne de valeur de la rénovation et qui engendrent une multiplicité d'interactions, potentiellement une dilution de l'information parmi toutes ces interactions. Et puis évidemment, il faut souligner le fait que le parc résidentiel et tertiaire est hétérogène d'un point de vue architectural, mais aussi de structure de gouvernance, de situation financière. Et donc cette diversité fait qu'il est compliqué de trouver une réponse standardisée aux problèmes de la rénovation énergétique. Dans le cadre du rapport Zenon, on s'est concentré sur le levier du financement parce qu'on voit bien à quel point c'est un verrou qu'il faut lever pour retrouver un momentum de rénovation énergétique. Il faut penser à comment réduire les coûts de la rénovation énergétique et rendre un projet aussi plus rentable. Une des solutions pour y parvenir, c'est l'industrialisation de la rénovation, qui permet donc de générer des économies d'échelle. Pour y parvenir, on peut avoir recours à la rénovation hors site, qui consiste à installer des panneaux, des éléments sur le chantier qui ont été préfabriqués au préalable en usine. Donc il y a des entreprises comme EcoWorks en Allemagne, Retrofit en Belgique et en France qui proposent ce genre de modèle. Mais il faut souligner que l'industrialisation de la rénovation, elle est possible lorsque les volumes à rénover sont assez homogènes. Donc c'est plutôt adapté et pratiqué pour les logements sociaux, les pavillons résidentiels aujourd'hui. On peut aussi envisager d'augmenter la rentabilité d'une rénovation en transformant le bâtiment rénové en un véritable actif énergétique qui génère des revenus. C'est souvent ce qui se passe quand on associe des travaux de rénovation à la pose de panneaux photovoltaïques, par exemple. Et puis, il y a aussi donc, des acteurs comme Newable qui se positionnent sur le marché de la rénovation en proposant des nouveaux modèles économiques. Et je laisserai le soin aux intervenants de la table ronde de détailler l'activité de Newable. Diminuer les coûts, augmenter la rentabilité, c'est très bien, mais c'est insuffisant. Il faut aussi augmenter l'attractivité d'une rénovation énergétique, en particulier réduire les barrières d'accès au financement. Il y a des solutions qui existent sur ce point-là, comme le tiers financement, le tiers investissement, qui permettent aux porteurs de projets de déporter leur investissement vers un acteur tiers qui finance les travaux et qui se rémunèrent sur les économies d'énergie qui ont été générées par les travaux. Il y a aussi d'autres petites entreprises comme Vasco, qui est une start-up bordelaise qui présente des modes de financement alternatifs. Donc Vasco propose par exemple aux maisons et aux copropriétés de financer leurs travaux en échange d'une prise de part sur leurs biens.
Et puis, il faut aussi sécuriser les gains financiers et énergétiques qu'on attend après une rénovation. C'est le rôle que jouent les contrats et les garanties de performance énergétique qui, justement, engagent contractuellement un opérateur énergétique à un certain niveau de performance énergétique. Les solutions comme celle de Vasco, elles sont plutôt adaptées et orientées pour les logements, les copropriétés qui ont une forte contrainte de liquidité. En revanche, les contrats et les garanties de performance énergétique sont plutôt pratiqués aujourd'hui dans le cadre des marchés tertiaires et utilisés par le tertiaire public, par exemple. Donc pour conclure, je dirais que le levier du financement, il est crucial dans le cadre de la rénovation énergétique. Il existe des leviers économiques, des différents mécanismes de financement des travaux par les porteurs de projets. Donc il y a les mécanismes classiques, à savoir l'emprunt, le recours aux fonds propres ou à l'épargne. Mais on voit bien aujourd'hui que c'est des mécanismes qui se révèlent insuffisants et qui n'arrivent pas à pousser les porteurs de projets à s'engager dans des travaux. En face de ça, il y a donc des mécanismes de financement alternatifs, le tiers-financement, le tiers-investissement, la prise de capital ou autres modèles qui doivent être consolidés et qui font eux aussi face à des freins. Donc je terminerai en disant qu'il n'y a pas de modèle économique de la rénovation énergétique qui peut se permettre d'être universel, puisqu'il y a une telle diversité d'actifs allant de la maison privée aux grands actifs tertiaires. Et donc ces leviers, ces mécanismes de financement, ils sont complémentaires, mais ils doivent être adaptés à la situation particulière du bâtiment que l'on souhaite rénover. Merci pour votre écoute et je passe la parole à Lisa. Merci Lucie pour la présentation de ce rapport qui montre bien sur la partie du financement qu'il y a des dispositifs existants mais encore des blocages qui peuvent subsister. On va justement poursuivre notre discussion, donc j'invite les intervenants à me rejoindre. Jérôme Bertrand, chef de service performance durable chez Vinci Construction en France dans la division bâtiment. Et Sakina El Kaswani, qui est directrice générale de Newable, une start-up dédiée à la décarbonation de l'immobilier tertiaire. L'objectif de cette séquence, ça va être justement de commenter un petit peu le rapport qui vous a été présenté en regardant un peu plus précisément selon vos retours d'expérience, ce qui fonctionne, ce que vous pouvez activer auprès de vos clients. Peut-être pour commencer, je vous invite à vous présenter très rapidement et notamment pour présenter Newable pour ceux qui ne connaissent pas. Sakina, je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Chez Newable, on est opérateur énergétique pour l'immobilier tertiaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'on allie deux choses. On fournit l'énergie à nos clients et on pilote les équipements énergétiques sur site pour maximiser leur performance. Et on aura l'occasion de parler de performance, je crois. Jérôme, si tu peux aussi présenter notamment ce qu'est la performance durable pour Vinci Construction. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc en fait, chez Vinci Construction en France, là où je travaille, on a le luxe de pouvoir d'avoir tellement de sujets verts à gérer qu'en fait, on a un secteur qui s'appelle l'environnement et qui va plutôt s'occuper de manière très rapide du process, c'est-à-dire du chantier. Et nous, on va s'occuper du produit, c'est-à-dire de ce qu'on va léguer aux générations futures, de la conception jusqu'à, on va en parler, après la réalisation. Et donc en fait, on va intervenir sur les sujets d'énergie, de biodiversité, de carbone, d'écomatériaux, d'économie circulaire, etc. Mais en tout cas, tout ce qui touche aux produits verts. Voilà. Merci. Donc, on l'a vu dans le rapport qui a été présenté, dans les chiffres clés qui nous ont été partagés. La question du financement, c'est une question qui est assez épineuse, qui reste un frein aujourd'hui, et c'est clair pour massifier la rénovation énergétique du bâtiment. Pour autant, c'est aussi parfois un levier dans ces différents modèles, que ce soit sur des nouvelles manières de financer ou celles qui sont plus traditionnelles, j'ai envie de dire. Ce qui serait peut-être la première question pour vous, c'est qu'est-ce que vous constatez, que ce soit en tant qu'opérateur d'énergie ou entreprise de la construction, quels sont les leviers qui fonctionnent le mieux en matière de financement ?
peut-être Jérôme, je te laisse commencer. Merci. Lucie l'a bien dit, il n'y a pas de solution miracle. Donc en fait, ça va dépendre de chaque typologie d'acteurs et chaque typologie de marché. Si on s'y résume à une démarche qui est extrêmement simple, on peut prendre à la fois la rénovation d'un côté, le neuf de l'autre côté. Donc là, je vais vous faire un petit Rubik's Cube en 3D. Le deuxième champ qu'on peut regarder, c'est est-ce qu'on est plutôt sur du logement, est-ce qu'on est plutôt sur du tertiaire ou est-ce qu'on est plutôt sur l'industrie? Et le troisième axe, c'est est-ce qu'on est sur du public ou on est du privé? Juste avec cette démarche-là, vous venez de vous faire 12 cases. Ces 12 cases-là, elles vont vous donner 12 manières de travailler dans des écosystèmes qui sont différents, tant sur la prise de décision que sur les travaux à engager, la confiance à apporter et les financements à déclencher. Il y a un point commun, je pense quand même, dans ces axes, c'est le fait qu'on a généralement deux mécaniques. On a une première mécanique qui est la prise de décision, qui est souvent quand même celle du temps long. Et là, l'actualité est un peu cruelle là-dedans, c'est que si vous regardez les 4 derniers jours, on a eu le droit à une charge de Michel-Édouard Leclerc sur les certificats d'économie d'énergie, on a eu droit à un rabotage en règle du prix d'achat de EDF sur les panneaux photovoltaïques. J'entendais les conférences précédentes parler des puissances d'investissement, etc. Donc c'est sûr que quand l'injection sur le réseau elle passe à zéro, vous commencez à réfléchir à votre investissement et à savoir si vous avez investi ce que vous avez juste besoin ou pour plus. Donc en fait, on a vraiment et les stop and go que mentionnait Lucie sont très justes, c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment des modifications des schémas de financement qui orientent l'action et qui, eux, varient tout le temps. Donc c'est extrêmement difficile de prendre une décision. Derrière ça, le deuxième temps, c'est le temps de l'action. Et chez nous, côté Vinci Construction en France, en fait, on est beaucoup sollicité par nos clients sur la capacité de pouvoir mobiliser des financements. Et là, c'est ces 3 axes. On a ceux sur lesquels on peut jouer, mais en fait, on ne fera pas forcément grand-chose dessus. Il y a ceux sur lesquels on peut jouer et on va aller prendre un engagement dessus. Et il y a ceux sur lesquels on peut tellement jouer qu'on va faire une moins-value dans notre offre sur mobilisant ces aides-là pour nos clients. Donc en fait, notre but à nous, c'est aussi de faciliter juste la vie de nos clients et d'aller jouer les cartes sur lesquelles on peut jouer pour arriver à leur faciliter la vie. Et encore une fois, ça va jusqu'à, notamment sur les certificats d'économie d'énergie, entre autres, ou sur des fonds FEDER, mais jusqu'à aller mobiliser, engager notre entreprise sur l'obtention et sur le financement de ces aides-là en termes de montant. Ça, c'est beaucoup. Si on revient sur les 12 cases, c'est à peu près sur toutes. Voilà, ça c'est extrêmement simple. Dans le reste, on redétaillera un peu plus sur les mécanismes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va chercher, ça c'est une méthode, elle est commune à tous ces axes-là, c'est la capacité qu'on va avoir à essayer de trouver les bonnes solutions en fonction des bons marchés. Malgré cet aspect volatile, c'est pour ça aussi que prendre un engagement là-dedans, ça demande d'avoir une connaissance très très fine de ces marchés. Ce qui n'est pas l'ADN initial d'une entreprise de construction qui, il y a encore quelques années, ne faisait que de couler du béton. Mais aujourd'hui, c'est la réalité de notre marché, c'est que pour arriver à se placer et apporter des solutions à nos clients, ça nous demande d'avoir une ingénierie qui soit globale, dont l'ingénierie financière. Peut-être pour un exemple et plus particulier, puisqu'il y a les 12 cases, parmi ces cases, il y a l'immobilier tertiaire privé que vous adressez particulièrement chez Newable. Et la question du financement, pour vous, c'est vraiment aussi la question du retour pour l'investisseur et de se rémunérer grâce à l'intervention que vous pouvez avoir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Alors, nos clients, c'est vraiment les propriétaires d'immobilier tertiaire privé en France. Donc, on parle de bureaux, de commerces et d'hôtellerie ou encore d'établissements de santé privés. Et ces acteurs-là, ils sont confrontés à 2 choses. La première, c'est qu'ils ont des obligations réglementaires fortes. On parle du décret tertiaire, du décret BACS et d'un certain nombre d'obligations de décarbonation, et enfin surtout d'ailleurs de baisse de consommation énergétique, mais aussi de fait de décarbonation. Le problème aussi qu'ils ont, c'est que ça a un impact sur la liquidité et la valorisation de leurs actifs. Donc au-delà des objectifs RSE qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, la réalité c'est que ça a un impact business très fort pour eux. Donc la motivation est là, ça c'est certain. Pour autant, on le voit, le mur de l'investissement reste quand même compliqué à franchir. Et c'est pour une raison assez simple. Ce sont des acteurs qui ont pour habitude d'investir avec un retour, comme tu disais, sur investissement financier et pas un ROI basé sur des économies d'énergie, puisque ils ne sont pas consommateurs finaux. Et donc c'est là qu'on intervient avec une offre on a fait le pari d'une offre qui réplique en fait une logique purement immobilière.
qui est de dire vos actifs énergétiques, vos équipements énergétiques aujourd'hui, on va les transformer en actifs justement dans votre actif immobilier et ça va vous rapporter de l'argent. Alors comment on fait ça? On vient sur le site, on pilote les équipements et on vend l'énergie aux propriétaires et aux utilisateurs finaux. Et en contrepartie de l'occupation et du pilotage de ces équipements-là, on verse un loyer au propriétaire, ce qui lui permet de se faire un retour sur investissement financier et très concret, et donc d'avoir vraiment un nouvel actif dans son immeuble qui jusqu'à présent était plutôt uniquement une source de dépenses. C'est le choix qu'on a fait de business model et qui parle justement à cette typologie d'acteurs-là. La réalité, c'est que dans l'immobilier, Lucie l'a présenté tout à l'heure, il y a tout un panel de bâtiments, de propriétaires, d'utilisateurs différents et il faut trouver pour chacun la bonne case, comme tu disais. Peut-être justement sur la case donc là, immobilier tertiaire, on a des investisseurs qui ne sont pas occupants. On voit que dans le logement, c'est très différent, que ce soit chez les bailleurs sociaux ou en copro-privé. On a des logiques qui sont tout à fait différentes. On a des leviers financiers qui existent quand même, que ce soit pour accompagner les grandes rénovations sur les bailleurs sociaux qui sont pour certains assez bien positionnés, qui ont engagé pas mal de rénovations. La copropriété, ça reste, la copro privée notamment, un secteur qui est peut-être plus complexe. Dans tes cases, justement, Jérôme, sur cette partie logement, je ne sais pas si tu as un retour d'expérience à nous partager, voilà, qui illustre ces leviers financiers. Est-ce qu'ils sont suffisants ou pas? Donc oui, on a plein de retours d'expérience, vous imaginez bien. J'ai entendu tout à l'heure sur les C2E, alors ce qui est assez amusant, en fait, les C2E ne sont pas faits pour couvrir la totalité des travaux, au contraire. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont faits pour inciter le fait d'avoir un peu d'argent derrière, mais l'administration veille vraiment comme le lait sur le feu, ne pas avoir de surcouverture et donc d'avoir des effets d'aubaine qui finissent par ce que vous voulez à 1 euro, qui ont pu démontrer que derrière, c'était pas réellement performant ce qui était mis en place. Donc le premier point sur lequel je voulais bien insister, c'est peut-être celui-là. En fait, en termes de financement, il y a des fois où même quand c'est gratuit, c'est trop cher. Donc les fameux 1 euro, il y a des fois, il y a des gens, ils ont investi là-dedans, et donc du coup, 5 ans après, ils se retrouvent à dépenser les 25 000 balles parce qu'en fait, toute leur installation, il faut la refaire en entier. Donc la difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, dans le langage commun, on a un point de vue, n'y voyez pas une critique parce que c'est pas facile, mais en fait, on a un point de vue de l'administration qui est rentré dans le langage commun sur la rénovation performante. Et en fait, la rénovation performante, appelons un chat, elle se base sur 2 choses et pas sur la troisième. Elle se base sur le fait de mettre un max de pognon par mètre carré, qui va se traduire par la deuxième chose, qui est le fait d'avoir une baisse de réduction conventionnelle, c'est-à-dire nos fameux sauts de DPE ou d'audit énergétique que vous pouvez trouver aussi dans le tertiaire, au passage. Mais ça, même front commun quand on parle du logement social ou du logement privé dans le cadre des copros. Et elle ne se base pas, ou extrêmement rarement, sur le troisième point, qui est le fait de dire, en fait, la rénovation performante, c'est juste une baisse des kilowattheures et quelque part une baisse de la facture. Mais en fait, ça, c'est quand même très compliqué à faire parce qu'en fait, le bâtiment d'avant, on a eu bien le temps de le prendre en photo, lui faire un audit et de savoir ce que c'était que le bâtiment d'avant, et on voit bien le bâtiment d'après. Mais en fait, on n'a pas le monde parallèle qui nous dit, tiens, les consommations d'avant, une fois qu'il fait un peu plus chaud ou un peu plus froid, que les gens ont un peu déménagé ou se sont densifiés, on n'a pas le monde parallèle qui existe qui nous permet de comparer l'écart qu'on va faire entre les deux. Et donc, en fait, les financements dans le logement ne sont pas basés parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, d'un point de vue massique en administration, c'est compliqué en fait de rentrer dans cette logique-là de rénovation performante au sens de ce qu'elle devrait être mécaniquement, c'est-à-dire une baisse de la réduction des consommations. Alors, il y a des mécanismes qui permettent aujourd'hui de surfinancer des rénovations performantes au sens de l'économie d'énergie, et c'est bien heureux parce qu'en fait tout le drame de la partie des rénovations énergétiques, c'est qu'il n'y a pas de retour sur investissement, c'est trop long. Alors quand je dis ça, encore une fois, c'est là où je retombe un petit peu dans la logique de la rénovation performante, parce que n'importe qui a fait 3 secondes de travaux chez lui ou dans sa vie, c'est qu'en fait il suffit de régler un peu mieux les installations, le business model en partie de Newable, et en fait d'un coup vous faites des réductions qui vous ont coûté franchement pas grand chose. Mais au bout d'un moment, on va dire que si toute la France en était déjà là, il y a un moment où pour aller au stade d'après, il faut investir de l'argent, et ça la difficulté c'est que sur un point de vue uniquement matériel,
des kilo-euros basés sur les factures, si on oublie tous les éléments sociaux, si on oublie la souveraineté énergétique, si on oublie tout le reste, ça, il n'y a pas de rentabilité là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ces schémas de financement, parce que tant qu'on n'a pas une approche qui soit réellement globale, qui encore une fois, elle aussi est compliquée, et qui est compliquée à administrer, et ben du coup, en fait, on en arrive au fait que ce soit justement difficile. Donc on est obligé d'aller les chercher, ces financements-là, parce que par intérêt normal, l'équation est trop complexe pour arriver à rentrer réellement dans cette logique. Merci. Donc effectivement, même quand il y a du financement, parfois c'est pas assez. Et ce qu'on voulait proposer aussi là dans notre discussion, c'était de regarder finalement la question de certes financer, mais aussi est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer dans la confiance dans la rénovation et dans les promesses que l'on va avoir. Alors, pas uniquement sur la rentabilité, mais sur le confort aussi qu'on va apporter aux différents usagers. Et la promesse de la rénovation énergétique, elle se traduit comment chez nos différents acteurs? Ça passe beaucoup pour vous par des engagements que l'on va réussir à apporter pour démontrer la performance de nos interventions, quelles qu'elles soient. Sakina, je te redonne la parole peut-être pour montrer justement dans votre activité cet engagement, cette garantie, ça se traduit comment? Et au-delà de sa traduction, tu le montreras que c'est aussi sur le long terme qu'il faut réfléchir à cette performance-là. Tout à fait. En fait, on s'aperçoit que quel que soit le financeur, finalement, que ce soit un tiers financeur, le propriétaire ou l'utilisateur directement, il y a quelqu'un dans la chaîne qui en veut pour son argent. Parce que voilà, il investit, donc il veut être sûr qu'il aura bien un retour sur investissement, cette fois-ci bien sur les économies d'énergie. Et on observe en parallèle que, parce qu'on est en train de sortir de plus en plus du gaz, et c'est une bonne nouvelle, le gouvernement a annoncé il y a un peu moins d'une semaine l'interdiction des chaudières gaz dans les logements, enfin dans les bâtiments neufs à partir de 2027. La réalité, c'est que pour des raisons de souveraineté, on va aussi devoir le faire sur les bâtiments moins neufs, et aussi parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Lucie le rappelait tout à l'heure. En 2050, 80% des bâtiments qui existeront en 2050 existent déjà aujourd'hui. Donc se concentrer sur le neuf, c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Et donc ce que ça veut dire, sortir du gaz, ça veut dire aller sur des solutions décarbonées qui sont des équipements plus complexes qu'une simple chaudière gaz, et donc qui nécessitent d'être pilotés pour pouvoir être au maximum de leur performance. Et donc c'est ça que le financeur, quel qu'il soit, ou l'utilisateur, s'attend à avoir en fait une fois qu'il a ses nouveaux équipements, qu'il est décarboné et qu'on lui a promis des économies d'énergie. Il veut s'assurer que cette promesse sera tenue. Et c'est là que le pilotage entre en jeu. Et on voit aujourd'hui, nous on l'observe avec nos clients, mais je veux dire, avant nous, on l'avait observé bien avant, il y a un écart entre les performances attendues, théoriques et qu'on devrait avoir de ces équipements énergétiques dans les bâtiments et les performances réellement observées. Et c'est ce gap-là qu'on veut combler. Ce que ça veut dire d'aller piloter la performance, on l'a vu historiquement, ça a beaucoup été sur des actions correctives. On va observer les dérives et on va agir, généralement avec un temps de latence, alors de plus en plus avec plus d'immédiateté parce qu'il y a des objets connectés, etc. Mais néanmoins, on était toujours sur un mode correctif. Et là-dessus, j'inclus aussi la maintenance prédictive puisqu'elle se base sur des signaux faibles de dérive qui nécessitent donc d'aller maintenir l'équipement avant qu'il tombe vraiment en rade. Mais aujourd'hui, avec des outils comme l'IA qui n'est pas sans avoir d'impact sur l'immobilier, même si l'immobilier est très concret, hein, l'IA a quand même un impact là-dessus. Et avec ces outils-là, on se rend compte qu'on peut passer du mode correctif à un mode plus anticipatif, où on va prendre en compte des éléments exogènes, comme la température qu'il va faire dans une heure, comme toute la météo au global, mais aussi des éléments du bâtiment pour prédire le profil de consommation du bâtiment, sa capacité d'inertie, la surface vitrée du bâtiment, son exposition, son taux d'occupation, etc. Et donc plutôt que de se retrouver sur on va corriger des dérives,
arrive, et ben là, en fait, on va anticiper. Et il faut aussi ramener ça au marché de l'énergie, qui est très volatile. Dans une même journée, on a des prix de l'énergie, enfin de l'électricité, qui peuvent être complètement différents. On a des moments de la journée où l'électricité coûte 0. Et ça, aujourd'hui, c'est tout un tas d'éléments qu'il faut impérativement qu'on arrive à prendre en compte dans le pilotage. Et c'est justement ce qu'on fait au quotidien. Et une fois qu'on a dit ça, il faut associer à ça des engagements, puisque c'est bien beau de dire on va prendre en compte tous ces paramètres, on va piloter de manière prédictive et anticiper les consommations de l'immeuble pour faire en sorte de consommer le moins possible et être vraiment juste au confort attendu par les utilisateurs et pas à plus. Par exemple, je pense à un exemple qu'on a d'un bureau avec beaucoup de surfaces vitrées et exposé sud. Et en fait, si on met juste la température de consigne toute la journée, la réalité, c'est qu'à midi, tout le monde a très chaud et ouvre la fenêtre. Ce qui est un peu dommage quand on a allumé le chauffage. Pourquoi ? Parce que les systèmes ne tiennent pas compte du fait que l'exposition au soleil fait qu'on prend 2-3 degrés en plus à une certaine plage de la journée. Et donc on associe ça, comme je disais, à des engagements contractuels sur la performance qu'on est capable d'aller chercher dans chaque bâtiment. Ces engagements contractuels, ça rassure finalement le client qui se dit que si on est en capacité de s'engager, ça veut dire qu'on va tout faire pour obtenir les résultats. Alors ces engagements, ils ont différentes formes justement selon la typologie d'acteurs, publics, privés, et selon encore une fois la typologie d'actifs. Jérôme, tu peux peut-être nous éclairer un peu plus là-dessus justement et notamment peut-être en commençant par les acteurs publics, eux, qu'est-ce qui les rassure et sous quel format contractuel aussi ça fonctionne? Je vais vous donner 2 exemples. Je ne vais pas vous balayer les 12 cases, mais effectivement, on va commencer par la partie purement publique. Et en fait, là-dessus, ce qui domine beaucoup, c'est les marchés globaux de performance, qui est un des leviers de marché public depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, côté bailleurs sociaux, on a quand même énormément de projets qui passent de ce type-là. Et on a d'autres types d'actifs, par exemple les piscines. Je pense que moi, ça doit faire 5 ans que je n'ai pas vu une piscine qui sortait en conception en réalisation autrement qu'un marché global de performance, parce que les collectivités, vous avez vu l'été dernier avec pas mal de piscines qui fermaient parce que ça coûtait trop cher à exploiter. Donc c'est vrai que les belles promesses qu'il y a eu pendant assez longtemps sur les piscines, aujourd'hui les collectivités veulent avoir cette prédictivité par rapport aux dépenses notamment de consommation d'énergie qui vont y avoir. Donc là, le marché global de performance, c'est un vecteur, c'est un outil de la puissance publique qui s'adapte aussi bien au neuf qu'à la rénovation. On en a eu beaucoup, par exemple, dans la grande vague post-Covid de rénovation des décrets tertiaires, dans lequel ça a touché à la fois le parc de l'État, le parc des collectivités locales, des universités, des bureaux, des cités administratives. Donc là, on en a eu à tout va. Et donc ça, c'est quand même un pan des marchés que les entreprises, qu'elles soient les entreprises de construction, les entreprises de maîtrise d'œuvre et les entreprises d'exploitation maintenance, se sont bien appropriées. Maintenant, il y a le champ. Donc là, c'est plus simple parce que de toute façon, si ça vous plaît pas, vous répondez pas. Voilà. Donc, si ce type de marché-là, vous vous sentez pas d'aller attaquer, il y a des moyens de le faire aussi, parce qu'on parle là des maîtrises d'œuvre des entreprises, mais nous, on a aussi besoin d'avoir un collectif d'entreprises qui travaillent avec nous sur les rénovations des façades, sur les constructions neuves, encore une fois aussi, parce que les engagements se prennent dans ces axes-là. Et là, c'est sûr que la partie du financement, c'est pour ça que je vous donne l'aspect des piscines, parce qu'en soi, c'est le fait d'avoir cette prédiction maintenant qui est assumée par un groupement d'entreprises fait que le client public, si la consommation elle dépasse, il dit écoute, t'es gentil, tiens, ça, la douille, elle est pour toi, et vas-y. Donc c'est sûr que je pense que c'est pour ça que je vais vous donner ces 2 exemples-là qui sont d'une forme de parafinancement, mais dans laquelle cette confiance-là leur permet aujourd'hui de dire oui, il y a des gens sur lesquels on va aller, et là je remets celui sociétal. Il y a des gens qui vont apprendre à nager et qui vont pas se noyer parce que en fait les piscines vont pouvoir tourner, qu'on va pas être obligé de les fermer en termes de service public parce qu'en fait ça coûte trop cher à exploiter. Donc surtout l'été. Voilà. Donc ce financement il sert aussi à ça. La deuxième, c'est je vais vous donner des exemples privés. On a chez Vinci Construction en France une branche qui s'appelle ADIM et qui fait du développement immobilier.
Et en fait, on a une offre directe à destination des clients d'Adim qui s'appelle Oxygène et sur lesquels on est un peu des bêtes curieuses puisqu'en fait, on aime tellement les ouvrages qu'on a construits qu'on reste 2 ans après et ils ont le mainteneur qui veut et on porte nos engagements sur 2 ans d'accompagnement auprès des investisseurs et auprès des preneurs. Et là, je rejoins ce que Sakina disait, c'est que en fait, on est des gros tricheurs parce que nous, on sait ce que le bâtiment doit consommer. Donc en fait, ce qu'on constate très souvent, c'est que la plupart du temps, les gens viennent et puis essaient d'exploiter ça plus ou moins honnêtement, mais en fait, arrivent aux résultats qu'ils peuvent avoir par rapport à l'équation qui leur a été donnée. Et la grosse difficulté, c'est juste qu'il n'y a pas d'équation qui leur a été donnée. Et donc, ils essaient d'utiliser ça de la manière la plus utile pour eux. Et l'offre qu'on a, c'est une offre qui nous permet aujourd'hui de pouvoir placer le bâtiment extrêmement rapidement au niveau de consommation le plus raisonnable auquel il doit être. Et pourquoi je vous raconte ça par rapport au financement? Parce qu'une histoire que j'aime bien raconter, c'est un bâtiment dans le Nord qu'on avait construit et avec cette offre et on avait pris nous en utilisation la moitié du bâtiment et l'autre moitié du bâtiment en fait il a eu énormément de mal à aller se remplir et au bout d'un moment l'investisseur a vu que la prévision qu'on avait donnée, l'utilisation, et nul n'est prophète en son pays, mais c'est pas parce que c'était avec notre entreprise, mais l'utilisation était vraiment liée en termes de consommation à ce qui était prévu. Et à tel point qu'en fait l'investisseur a rempli son bâtiment en 4 mois derrière parce que du coup il a modifié son offre et son offre c'était charge comprise. Puisqu'en fait il savait, il a dit en fait il n'y a pas de raison que eux, il y ait une prédictibilité et qu'ils savent consommer, du coup nous aussi tiens on va faire ce truc là, on va consommer. Donc le bâtiment pendant 1 an qui arrivait à pas se remplir, sur la moitié du coup en 4 mois il s'est rempli parce que cette confiance dans la prédiction et dans le pilotage les a amenés à dire ok maintenant on sait et donc du coup ça nous amène à un dernier point, c'est la prévision du risque. Et les offres de tiers financement, les offres de financement en termes de as a service se heurtent souvent à cette logique-là. C'est quoi le coût du risque qu'on va aller porter? Parce que en fait, un utilisateur, effectivement, on peut, sur l'intervention précédente des chercheurs, oui, on peut prédire le soleil à peu près à 8%. Ça marche plutôt bien. Par contre, l'utilisation des gens, est-ce qu'on sait la prédire? Non, si on s'intéresse à une unité granulométrique de 1, voilà, je ne sais pas ce que vous allez faire là dans 3 minutes, mais par contre, quand on est sur des ensembles immobiliers de logements, de bureaux, voire d'industrie, ça c'est des choses qu'on arrive plutôt bien à les piloter. Et en termes de prédiction et puis en termes d'action derrière, on sait faire des choses qui sont non intrusives et qui permettent d'avoir cette notion de confiance derrière. Et encore une fois, c'est là où c'est assez intéressant parce qu'en fait, on vient toucher à la fois l'aspect financier qui n'est pas suffisant, mais on vient toucher à l'aspect sociétal aussi et on vient toucher à l'aspect de la confiance. Et nous, on pense vraiment que c'est en agissant sur ces différents leviers-là, ensemble, qu'on arrive du coup à déclencher des schémas de transition, qui marchent derrière et qui donnent envie de recommencer et de continuer à faire bouger le parc et le patrimoine français. Donner la confiance, ça permet d'activer effectivement la suite de la chaîne. Il nous reste très peu de temps. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle avant que l'on clôture. Oui. Je ne sais pas si ça... Oui. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci à Lucie qui est intervenue aussi juste avant. Je suis Marc Germanang, le directeur de Zénon. Je rappelle au passage que toutes les publications de Zénon sont disponibles sur le site. Donc le rapport dont a parlé Lucie, il est disponible sur zenon.ngo et directement accessible. J'ai une question pour Sakina et pour Jérôme avec laquelle j'embête Lucie tous les jours au bureau. On est dans un contexte, Jérôme, vous venez de parler de confiance, de prévisibilité. On est dans un contexte d'incertitude avec des évolutions géopolitiques qui ont comme conséquence une crise énergétique. Et donc, je voudrais avoir votre regard sur les liens entre cette crise énergétique et les dynamiques ou absence de dynamique de la rénovation d'une part. Par ailleurs, toujours dans l'actualité, il y a un plan d'électrification qui vient d'être présenté. Et là aussi, les liens me paraissent assez complexes avec les sujets de rénovation, mais il me semble important pour la rénovation. Et puis enfin, et pardon de la longueur de mon intervention, mais une petite question subsidiaire. Dans ce double contexte que je viens d'évoquer, quel avenir est-ce que vous voyez pour les CE, les certificats d'économie d'énergie? 3 questions pour 1 minute. 2 intervenants, à vous. Alors je vais commencer par la dernière, parce que moi je m'en rappellerai. Non, sur les C2E, quel avenir on y voit? Les C2E, c'est par période quadriennale, donc en fait au moins jusqu'à 2030. Après les C2E, c'est quand même un des vecteurs
au minima de la France pour rendre compte à l'Europe des efforts à énergie, parce qu'il y a une notion de métrique qui est quand même posée dessus. Donc en tout cas, j'imagine assez mal les C2E exploser en vol à ISO gouvernement. Voilà. Je vais reprendre au premier point qui était en fait le signal prix. Alors le signal prix, il est quand même extrêmement important parce que quand bien même, la France, ça fait un peu mal de dire ça comme ça, mais c'est vrai malheureusement, c'est qu'en fait, on peut pas dire que la France soit étranglée par les prix de l'énergie quand on regarde les voisins. Le signal prix, en fait, il a quand même pas la capacité aujourd'hui à rendre rentable des choses qu'il n'était pas hier. Par contre, il a une capacité à rendre insoutenable le fait de ne pas se poser la question, de passer à autre chose. Et ça, on l'a vu avec la crise ukrainienne, sur laquelle, même chez nous, côté patrimoine, sur nos bases vie, sur nos agences, où on a vu que tout le monde s'est commencé à s'énerver très très fort en se disant, en fait, est-ce qu'on est vraiment si sûr que ça, que la consommation de nos sites, de nos patrimoines est réellement au bon niveau? C'est-à-dire qu'en fait, oui, donc il y a quand même eu des actions qui ont été mises en place, mais en fait, ça rend insoutenable une question qui avant était bon, il faudrait peut-être qu'on commence à réfléchir à faire autre chose. Ça rendait vraiment cette question-là. Je te laisse la deuxième. Alors sur les annonces, je le mentionnais rapidement tout à l'heure, sur la décarbonation, elles ont plutôt concerné les constructions neuves. La réalité, c'est que le problème ne porte pas majoritairement là-dessus. Donc il faudra voir en pratique comment on sort du gaz, puisque c'est le sujet principal. Après, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais le marché, lui, anticipe, quand on regarde les prix de l'électricité aujourd'hui, le prix spot effectivement a beaucoup augmenté. Donc le prix spot, c'est vraiment le prix à l'instant T. En revanche, quand on regarde les prix des futurs, c'est-à-dire le prix anticipé dans 1 an, 2 ans, 3 ans, le marché a anticipé que dans 1 an, le prix serait plutôt bas. Donc les marchés sont optimistes. Il faut espérer la sortie de cette crise géopolitique pour des raisons par ailleurs humaines, indépendamment de notre coût de l'électricité. Voilà, le seul mérite, on va dire, que ça a, c'est que ça fait bouger potentiellement les pouvoirs publics. Merci à tous les deux pour votre intervention et merci à Lucie pour la présentation du rapport. Vous pouvez les applaudir.